1850, Flaubert a 30 ans, il a déjà beaucoup écrit. Et ses textes de jeunesse sont autobiographiques, souvent marqués par des influences assez remarquables, comme celle du romantisme. Et pour lui, ces textes ne sont pas assez bons, en tout cas pas assez bons pour être publiés. Et au moment où il termine sa première œuvre, il la soumet à des écrivains. La première œuvre qu'il termine, c'est La Tentation de Saint-Antoine. Une œuvre qui est mal reçue par ses amis écrivains, notamment Maxime Ducamp et Louis Bouilhet. Et ils disent que Flaubert se fourvoie dans des sujets trop ambitieux, avec un lyrisme outrancier. Et ils lui disent « Impose-toi plus de discipline ». Je cite « Prends un sujet terre à terre, un de ces incidents dont la vie bourgeoise est pleine ». Fin de citation. Et Flaubert, donc, va écouter leurs conseils et va s'emparer d'un fait divers qui avait défrayé la chronique normande sous Louis-Philippe. L'épouse d'un officier de santé du nom de Delamarre s'était empoisonnée. Comment une petite bourgeoise de province en arrive-t-elle à se donner la mort? C'est ce à quoi, pendant 4 ans de travail, l'écrivain va s'employer à répondre au gré d'une biographie imaginaire. Donc Flaubert va prendre un fait divers de la vie bourgeoise, à savoir ce suicide de cette femme mariée, et comment est-ce qu'elle a pu arriver à cet acte qui est assez inattendu. Alors je vais faire un petit résumé du roman. Évidemment, il va contenir la fin, donc si vous n'avez jamais lu Madame Bovary de Flaubert et que vous ne savez pas du tout de quoi ça parle, je vous laisse le lire. Je fais un tout petit résumé donc pour ceux qui l'ont déjà lu, pour vous rafraîchir la mémoire. Emma Rowe est la fille d'un cultivateur cauchois. Elle a été élevée chez les religieuses, et chez les religieuses, elle a nourri une grande imagination avec des récits édifiants et des romans de chevalerie lus en cachette. Et elle se languit dans l'attente du grand amour et de vivre des expériences extraordinaires. Apparaît alors un certain Charles Bovary, officier de santé, qui vient soigner son père. Très rapidement, il tombe amoureux. Le couple s'installe à Yonville, gros bourg proche de Rouen, où dans les voisins, il y a le pharmacien Homais, l'abbé Bernisien, le précepteur Binet ou Léon Dupuis, clerc de notaire, et ça apporte un peu plus de vie sociale. Emma donne naissance à une petite fille, mais rapidement, elle est déçue par la monotonie de sa vie et de son mari, qui est en réalité un imbécile, dénué de talent, dénué d'ambition, et elle est prête à n'importe quelle aventure. Ainsi, elle succombe rapidement aux avances de Rodolphe, Aubereau célibataire, donc un Aubereau c'est un gentilhomme campagnard de petite noblesse, et il est aussi un coureur de jupons. Et pour Rodolphe, l'histoire avec Emma Bovary n'a pas trop de sens, et il prend la fuite dès qu'Emma songe à quitter son mari pour lui, et elle voit son rêve de passion, d'exaltation, d'aventure s'écrouler, et elle est alors atteinte de commotion cérébrale. Une fois qu'elle est rétablie, Emma tente de retrouver un réconfort dans la religion. Elle re-rencontre par hasard un certain Léon Dupuis, pour qui elle avait eu de l'attirance, et elle se donne à lui et reprend sa vie faite de mensonges et d'oubli des réalités. Depuis longtemps, cependant, par ennui et par goût du luxe, elle s'est mise à dépenser sans mesure et à accumuler les dettes. Elle ne peut pas s'acquitter de ses dettes, et le marchand Lheureux entame contre elle une procédure de saisie. Prise de panique à l'idée que sa vie secrète soit soudain révélée et ne trouvant aucun secours, elle ne voit d'autre issue que le suicide. Elle absorbe de l'arsenic et meurt dans de grandes souffrances. Accablée par le chagrin, découvrant enfin la vraie nature de sa femme, qu'elle était couverte de dettes, qu'elle l'a trompée à plusieurs reprises, Charles la rejoint bientôt dans la mort. Et à Yonville, le quotidien en reprend ses droits, et Homais, le pharmacien que personne n'aimait, reçoit la Légion d'honneur. Alors, à travers ce récit, on peut comprendre que la première fonction du roman, c'est une fonction critique. Sous le titre du roman, Flaubert devient le nouvel observateur de la société de la Normandie où il a vécu, et il va brosser un tableau de cette Normandie sans concession. D'abord, la Normandie est un univers d'ennui. Un grand univers d'ennui. On a une campagne sans attrait, c'est le lieu des résidences des Bovary qui n'a aucun charme, avec des maisons de briques le long d'une route. Yonville est décrit comme un bourg paresseux dans une contrée bâtarde avec un paysage sans caractère, et partout il y a la plate campagne. L'existence est sans joie, donc on s'ennuie, l'existence est sans joie, vie quotidienne aussi morne que la géographie, les distractions sont rares, les seules distractions qu'on a c'est des promenades, des conversations chez les Homais, et il y a un bal à Vaubyessard, et une fois par an il y a des comices agricoles,
Et l'ennui, c'est un motif récurrent du roman. Léon dit « comme je m'ennuie et Rodolphe dit « comme on s'ennuie ». Et Emma évoque les jours qui se succèdent et se ressemblent. Le temps s'écoule selon une chronologie incertaine, rythmée par le seul retour des saisons. L'univers, donc une campagne sans attrait, une existence sans joie, on s'ennuie, il y a de l'apparence et du conformisme, des comportements qui ne témoignent d'aucune originalité, tout est dans les apparences. On cherche à singer les attitudes de la ville. Ainsi, par exemple, Homais refuse d'enlever son chapeau en entrant dans un jardin public, car on ne le fait pas à Paris, alors que c'est exactement le contraire, et il se met à parler l'argot pour sembler à la page. Il semble également soumis à l'observation et au commérage. Il n'y a pas de réelle liberté. Donc on est dans un roman avec une fonction critique, avec un univers où on s'ennuie, et deuxièmement une société sans qualité. On a des paysans qui sont frustes. Les descriptions des noces d'Emma plus les comices agricoles sont d'une allègre férocité. On a des paysans endimanchés, mal à l'aise dans leurs vêtements, qui se relâchent, sont souvent alcooliques et avec des plaisanteries extrêmement vulgaires. Mais ça vaut pour toutes les classes de la société, ou plutôt tous les ordres de la société. On a aussi les aristocrates vaniteux et décadents, qui ont des manières surannées, des raffinements vestimentaires qui les rapprochent des automates, des pièces de musée. Leur passé est un refuge et la justification de leurs privilèges. Les jeunes aristocrates n'attendent du présent que la jouissance et l'oisiveté. Ils n'ont d'autre talent que de savoir danser, jouer aux cartes, monter à cheval et nouer des intrigues amoureuses. Et les bourgeois, les marchands sont également méprisables. Eux, ils concentrent tous les défauts, tous les vices. Ils sont cyniques, égoïstes, avares. L'heureux est un marchand d'étoffes, un obséquieux, usurier, maître chanteur. Le pharmacien Homais qui reçoit la Légion d'honneur, lui est stupide, arriviste, dangereux. On en vient à se demander si est-ce qu'il est vraiment possible de vivre dans un tel monde. Léon se le demande, Emma également, et sa réponse est négative. L'ennui cesse d'être campagnard pour devenir existentiel. Et finalement, dans le roman, il y a deux façons d'échapper à l'ennui. Soit on s'englue dans le conformisme, on devient un bourgeois, c'est la voie que choisit Léon. Ou alors le suicide, on échappe à la faillite, mais aussi à la protestation de la vie, on échappe à la dure réalité d'essayer de changer sa situation. Et Emma, d'une certaine manière, est la victime de son époque. Alors ces critiques des bourgeois et de leur monde vaut une condamnation pour l'auteur. Il y a des vives réactions à la sortie du roman et ça crée ce qu'on appelle un scandale littéraire. Gustave Flaubert en 1857 a été poursuivi en justice pour, je cite, outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs en raison du contenu de son roman. Il est finalement acquitté, mais le procès a continué et a contribué aujourd'hui encore à accroître la notoriété du livre. D'une certaine manière, c'est le roman qui est radicalement subversif. Alors le problème, c'est pas forcément dans l'adultère qui est décrit, parce que le sujet n'est pas très nouveau. Il y a des romans avec adultère, c'est des romans qui existent depuis plusieurs siècles. Par contre, ce qui est choquant, c'est la manière dont Flaubert le traite, puisque Emma bafoue toutes les valeurs du Second Empire. Si elle n'eût été qu'une femme infidèle, pourquoi pas, mais elle néglige ses devoirs d'épouse, elle néglige ses devoirs de mère, elle laisse sa fille à une nourrice, elle précipite la ruine de sa famille avec les dettes, et finalement elle se sent vivante et elle dégage de la joie uniquement lorsqu'elle a des amants. Et face à elle, il n'y a aucun personnage pour incarner la vertu ou l'ordre, et il n'y a pas un seul personnage qui finalement donne une image un peu positive de la ville. Et puis surtout, il y a aussi une conception de la littérature de l'époque, puisqu'on fait en sorte que la littérature puisse potentiellement servir à quelque chose, qu'elle ait une fonction utilitaire, qu'elle puisse confirmer la morale ambiante, qu'elle puisse appuyer à un discours religieux. Or, ici dans Flaubert, c'est exactement l'inverse, puisque le roman est plutôt nihiliste par rapport à ses valeurs. Alors comment Flaubert s'en est sorti? Ce que disait l'avocat. Et l'avocat précisément il disait qu'il y a une autonomie revendiquée de l'art. L'art possède sa propre morale. L'avocat de Flaubert opposait la morale sociale à la morale de l'art. Et tout simplement, il soulignait que le roman n'est pas une éloge de l'adultère, mais simplement une histoire d'une femme victime de son éducation. Et la peinture vraie, la peinture réelle, la peinture réaliste, à partir du moment où on fait un roman réaliste, ça ne peut qu'être une peinture immorale, parce que les individus sont toujours, d'une manière ou d'une autre, en dessous de la morale. Et l'art doit être indépendant vis-à-vis de toute autorité, de tout pouvoir. Et ça, c'est une avancée majeure dans l'histoire littéraire.
Le tribunal ne reconnaît pas franchement le fait que l'art puisse être absolument autonome, mais convient que peut-être Emma Bovary n'était qu'une victime de son environnement. Au-delà du choc, du scandale moral, judiciaire, il y a un choc et un scandale littéraire, puisque le roman Madame Bovary est en rupture avec la tradition. En rupture avec quelle tradition? Avec les romans exotiques et sentimentaux. Les auteurs précisément que Emma lit, et ce sont des auteurs que Flaubert méprise, auxquels il ne veut pas ressembler. Atala et René, on a des passions tragiques dans une Louisiane sauvage. Paul et Virginie qui ont des passions tragiques sur l'île Maurice, dans des contextes extrêmement exotiques. Il veut marquer une rupture avec le romantisme. Et par exemple, dans le romantisme, on a Lamartine, il va proposer des paysages de la nature dans lesquels on va s'exalter, dans lesquels on va sentir la paix, le bonheur, et Flaubert donne l'image contraire. Il donne l'image contraire de cette nature. Emma connaît la campagne boueuse et le travail des champs. Mais également de côté, le roman balzacien, où on a des héros qui partent de la province pour conquérir Paris, avec un refuge, une consolation, bref, quelque chose de plutôt utile et agréable, mais au contraire, on a des personnages qui restent englués là où ils sont dans leur campagne, dans leur bourg, et ils ne croient pas au progrès, au mythe, à l'arrachement et au fait qu'on trouve une condition meilleure ailleurs. Au contraire, les personnages restent dans leurs conditions la plupart du temps. Donc double rupture avec les romans exotiques et les romans sentimentaux, et une rupture également avec le romantisme et les romans de parvenus. Flaubert peut-être remet de côté le romantisme et le réalisme, et il a sans doute voulu faire de Madame Bovary un Don Quichotte au féminin. Alors Don Quichotte, c'est un personnage qui est exalté par une intériorité sentimentale excessive, mais qui se heurte à la réalité sociale. Là où Don Quichotte se heurtait aux moulins, et à la vie intérieure, il croyait que les moulins étaient des ennemis qu'il pouvait abattre. Et bien ici, Emma Bovary se heurte à la réalité sociale, elle se heurte à sa condition de femme au milieu du 19e siècle, où elle s'imagine vivre des aventures extraordinaires alors que finalement elle termine simplement à tenter d'aimer des hommes dans une campagne. Apport intéressant du livre, c'est que c'est un roman qui est sans matière, romanesque. Un livre sur rien. C'est un peu souvent comme ça qu'on décrit Madame Bovary de Flaubert. Flaubert dit « Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. » Ici, matière, on entend évidemment événements et péripéties. En effet, c'est très mince. Le roman ne véhicule pas tant d'action parce que précisément, le roman ne véhicule aucune ambition, aucun héroïsme, aucune aventure, pas même sentimentale. S'il y a si peu d'action, c'est parce que les personnages sont peu entreprenants. Flaubert finalement réussit son pari. Dans la lettre à Louise Collet de 1852, il explique « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. » Trame narrative, avec un déroulement linéaire et des événements spectaculaires, est mise de côté au profit d'une concentration sur les détails minutieux de la vie quotidienne d'Emma, l'exploration de ses pensées, ses émotions, ses rêves évanouis. Et on dépeint les frustrations et les désirs insatisfaits d'Emma, et finalement s'il ne se passe rien, c'est parce que précisément les personnages sont peu entreprenants. Paradoxalement, on dit que c'est un livre sur le rien, mais c'est aussi finalement un livre sur le tout, puisqu'on aborde de nombreux sujets, la monarchie de Juillet, la tyrannie du mariage en l'absence de toute possibilité de divorcer, l'hypocrisie des rapports sociaux, le corps féminin et ses désirs, l'éducation, les rêves d'enfance, la bêtise de la bien-pensance, les carcans moraux, les rapports homme-science, la littérature, la réaction anti-romantique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles Flaubert, finalement, s'attache et dépeint. On a dit que c'est un livre sur le rien, et le commentaire de Sartre, c'était que c'était un livre sur le rien, un livre sur le rien qui dit le rien. Rien, en effet, ne semble justifier l'existence, ni Dieu, ni quelconque autre nécessité. Rien ne justifie la mort de Charles, ni le rire atroce de la mort de Madame Bovary. Tout est illusion, déception, routine, mesquinerie. Et c'est un roman, d'une manière ou d'une autre, qui est démoralisateur. Il n'y a pas de justification supérieure, il n'y a plus de valeur authentique, il n'y a pas de Dieu qui est là pour sauver le monde. Il n'y a que des personnages qui sont en proie à leurs imperfections. Et pour continuer sur ce thème des personnages qui sont en proie à leurs imperfections, on a des anti-héros pour personnages. Il y a l'absence de protagoniste unique. Le titre du roman laisse entendre qu'il s'agit de l'histoire d'une femme, mais Charles est tout autant le personnage principal qu'Emma. D'ailleurs, le roman commence avec Charles Bovary. Et
pas avec Emma, il ne se termine pas non plus avec Emma. Et on a finalement la déchéance du couple. On a en même temps l'ascension de la famille Homais, qui est un pharmacien, est une figure importante. Il n'y a pas forcément de héros clairement identifiables. On a des personnages qui sont des anti-héros parce qu'il y a ces personnages qui sont dans une situation d'échec. Emma échoue dans la quête du bonheur, dans la quête de l'amour. Charles est un piètre mari, un piètre praticien. Rodolphe n'est qu'un jouisseur cynique. Bournisien est un prêtre peu charismatique. Et les 3 seuls persos qui réussissent socialement, comme Léon, Lheureux et Homais, ils le font au prix d'un conformisme dégradant et on n'a pas forcément envie de réussir comme eux. On a dit également de Emma Bovary qu'il s'agissait du premier roman moderne. D'abord parce que Flaubert emploie une technique du point de vue subjectif. Généralement, traditionnellement, le narrateur est invisible et omniscient. Chez Balzac, on connaît les pensées secrètes de tous les personnages. Chez Flaubert, on ne connaît du monde que ce que les personnages voient ou entendent. Par exemple, la découverte du bal à Vaubyessant par les seuls yeux d'Emma, donc du point de vue subjectif. Et on a une description, ou plutôt une utilisation particulière des descriptions, qui dépeindent souvent l'humeur des personnages. Les descriptions de Yonville par Emma, de Léon, de Rodolphe, donnent à voir des bourgs très différents. Je vous cite la description de Yonville par Charles. Charles sortit pour faire sa tournée de visite. Ses 2 chiens, derrière lui, couraient parmi les sillons de neige en rattrapant les merles. Il longeait le mur du cimetière et passait devant l'auberge. Les fenêtres du rez-de-chaussée avaient de petits rideaux blancs, si bien qu'on ne pouvait rien voir dedans. On entendait seulement les refrains aigus d'une flûte qui se mêlaient au bruit des sabots des chevaux et le brouhaha des voix dont le ton retombait brusquement comme un papillon étoffé qui retombe sur une fleur. Ici, on a une description assez enchantée. Il y a beaucoup de bruit, de sons, de voix. Il y a un brouhaha, mais on a comme un papillon étoffé qui retombe sur une fleur. Et puis, le motif de l'invisibilité. Charles ne voit pas parce que les rideaux sont blancs, si bien qu'on ne pouvait rien voir dedans. Il longe les murs du cimetière, donc il y a quelque chose, un destin un peu tragique qui se situe déjà là. Et comme il ne voit pas la mort arriver de Emma Bovary. Et finalement, on a une description plutôt enjouée, le personnage qui est tout simplement pas lucide. C'est ça que Flaubert décrit, un personnage qui est pas lucide, qui est animé, enfin qui est tout simplement attiré par le son d'une belle voix, d'une belle mélodie, d'une belle mélancolie, mais qui n'est pas lucide sur son destin. Je vous fais la même description de Yonville par Emma Bovary 2 chapitres plus tard. Les murs du presbytère suintaient l'humidité par toute leur pierre. Les fenêtres du bas avaient des toiles d'araignée toutes pareilles dans leurs vitres. L'ancienne halle était presque toujours vide et l'on y rencontrait parfois, debout près de la chaise du maire, un petit paysan muet, immobile comme une borne, et quand il avait bu sa soupe de 4 sous, il s'en retournait de chez l'aubergiste en haussant les épaules. Et là, on a une description du même lieu, et c'est complètement différent. On a là, par contre, la teinte psychologique d'Emma Bovary qui va justement être amenée sur le paysage. Pour Emma Bovary, on a des toiles d'araignée, donc l'impression que le hall était toujours vide, synonyme qu'elle va devenir de plus en plus, le temps va passer, de plus en plus vieille, sans que rien ne se passe, avec un vide émotionnel, un vide intellectuel, un vide d'action. Avec un paysan muet, quelqu'un qui va essayer de cacher, de ne rien dire, immobile comme une borne. Donc le premier des romans modernes parce qu'on a une technique qui est faite du point de vue subjectif et une utilisation particulière des descriptions. Une redéfinition de ce que c'est que le roman, puisqu'il y a une nouvelle approche du genre romanesque. On est en rupture avec la tradition parce que le roman ne se définit pas par son contenu, par ce qu'il raconte. L'histoire, en réalité, dans le roman ici, est secondaire, elle est presque inutile. Et les personnages, on ne s'identifie pas à eux. Ce qui compte pour Flaubert, c'est la primauté du style et la description intérieure des personnages. La primauté du style parce qu'un roman, selon Flaubert, c'est un livre, je cite, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Et le style pour Flaubert, c'est pas juste une façon d'écrire, c'est une vision, un regard porté sur le monde, les êtres, les identités, les événements, les sentiments. Le style réside donc dans une adéquation entre la vision et l'expression par les mots. Et on a la volonté d'une certaine autonomie de l'art. On va détacher l'art d'une imitation servile du réel. On ne va pas juste faire un réalisme ultra réaliste. Par contre, ça va être plus intéressant que l'auteur émette ce que lui pense le plus fondamentalement vrai et la manière dont il retranscrit cette vérité-là.
Et l'art donc, c'est un univers autonome, indépendant de l'univers réel et parfois concurrent de ce dernier. Et cette concurrence entre l'univers réel et l'univers fictif, on le voit au travers du personnage de Madame Bovary, puisqu'il y a une concurrence entre les romans d'aventure qu'elle lit, qui l'emplissent de joie, de désir, d'attente, et puis la réalité qui est extrêmement décevante. Enfin, il y a beaucoup de poésie dans ce roman. C'est un poème narratif. On peut conférer à la prose de Flaubert des qualités poétiques. On parle souvent de poème narratif. On a beaucoup de parallélisme avec au retour d'une même structure et qui est fréquent. Elle y sera, je la verrai, ou encore des symétries de construction. Elle se plaignait d'amour, elle demandait des ailes, ou encore des alexandrins, comme il se serait connu, il se serait aimé. Des exclamations souvent répétées, comme je m'ennuie, se disait-il, comme je m'ennuie. On a des cadences ternaires qui sont extrêmement nombreuses, 3 jours pleins, exquis, splendides, pour dessiner une silhouette, pour effectuer un resserrement ou un gros plan, et ce sont des rythmes qui confèrent à la phrase un équilibre et une harmonie, et il y a une recherche de fluidité. Il n'y a pas beaucoup de mots de liaison dans Madame Bovary, on pourrait couper la fluidité. Et on a un style indirect libre qui allège également la phrase. On évite les verbes introducteurs et il y a beaucoup d'alexandrins. Il y a également des sonorités, des assonances, des allitérations très fréquentes. Jean Cossu, bourru, obtus. Sur la pendule, un petit Cupidon. Des effets sonores également, des effets de sens, homophonie créée par des effets de sens, répétition du P avec le garçon de classe qui portait un grand pupitre, donne à entendre le bruit des pas dans la classe, énumération ternaire, bourru, cossu, obtus, une obsession aussi pour la musicalité de Flaubert, le journal de Rouen devient le fanal de Rouen. Enfin, le titre est révélateur de toute l'ambition du roman. Le titre, c'est pas Emma Bovary, c'est pas Charlomet, c'est Madame Bovary. Et pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est parce que, en insistant sur le fait qu'elle est Madame Bovary, on insiste sur sa condition de femme, sa condition plutôt d'épouse. Et en insistant là-dessus, on va montrer qu'elle est épouse de Bovary, et donc sujette de Bovary, et que finalement, dans ce roman, elle a rarement l'occasion, ou en tout cas elle ne prend pas l'occasion d'affirmer son autonomie, d'affirmer son désir intérieur, et quand elle le fait, eh bien ça court à la catastrophe puisque elle s'endette et elle finit par se suicider. Emma Bovary, c'est le personnage principal, éponyme du roman. Son nom a d'ailleurs donné naissance au bovarisme, qui renvoie à l'attitude d'Emma, un excès de sentimentalisme, le fait d'avoir des fantasmes, même des hallucinations, et puis la frustration et le déni de la réalité. Et à la fin du roman, cela mène à la faillite financière. Je cite un dernier extrait qui montre un peu la psychologie de Madame Bovary. Elle ne s'interrogea point pour savoir si elle l'aimait. L'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup. L'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup avec de grands éclats et des fulgurations, ouragans des cieux qui tombent sur la vie, la bouleversent, arrachent les volontés comme des feuilles et emportent à l'abîme le cœur entier. On a peut-être avec Madame Bovary la naissance de la littérature moderne, où on a des héros qui ne sont pas des grands héros, mais on peut quand même faire une grande œuvre avec des personnages qui ne sont pas grands, et c'est peut-être cette prise de conscience qui date la littérature moderne, où on a des personnages qui ne sont plus comme au Moyen-Âge ou comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle, des grands héros, des fils de Dieu, personnages qui vont avoir des destins hors du commun, mais simplement des personnages normaux, voire même médiocres, et qui peuvent être le sujet d'une histoire intemporelle.